Maurice Carter était assis tranquillement dans le fauteuil inclinable usé de son petit appartement de Charlotte, en Caroline du Nord. Le soleil couchant projetait une douce lueur à travers les stores. Mais plus rien ne lui semblait réconfortant. Depuis qu'il avait perdu son emploi 6 mois plus tôt, il avait été licencié après une réduction d'effectifs. Il postulait sans relâche, cherchant désespérément du travail pour subvenir à ses besoins. Mais les entretiens n'étaient jamais renouvelés et les économies s'épuisaient rapidement. Sa femme, Tasha, ne lui adressait plus guère la parole, sauf pour lui rappeler ses factures ou se moquer de sa virilité. Ses paroles étaient autrefois douces. Maintenant, il coupait. Elle ne manquait jamais une occasion de raconter ses blagues à ses amis. Maurice se sentait glissé. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, physiquement et mentalement. Tasha adorait Maurice. Elle se vantait un jour de son ambition, de la façon dont il la traitait comme une reine. Mais maintenant, entourée d'amis qui affichaient les promotions et les salaires de leurs partenaires, elle semblait gênée par son mari. Elle a commencé à recevoir ses filles, Shonda, Brielle et Keck, tous les vendredis soirs pour un verre de vin, de la musique à fond et des rires incessants. Maurice se retirait dans la chambre où sortait. Mais ce soir-là, sa tête lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait plus bouger. Il resta dans son fauteuil inclinable, faisant semblant de consulter son téléphone pendant qu'il discutait dans la cuisine. « Ma belle, comment va le chômage ?» plaisanta Keck, sans même murmurer, continuant à postuler comme si c'était un petit boulot. Les autres ricanaient. Tasha ne les arrêta pas. « En fait, ajouta-t-elle, je devrais enregistrer sa pause de pita party. C'est comme vivre avec Bourriquet dans Winnie l'ourson. » Maurice tressaillit mais resta silencieux. Il était habitué à être humilié, désormais. Mais ce soir, quelque chose de différent lui traversait la poitrine. Une sensation d'oppression. Comme une main serrant son cœur. Au début, il crut au stress. Peut-être que la douleur de ses paroles déclencha une crise de panique. Mais en quelques secondes, une douleur aiguë et lancinante irradiait de sa poitrine jusqu'à son bras. Sa respiration devint saccadée et la sueur ruisselait sur son visage. Maurice essaya de se relever, mais ses jambes étaient comme de la gelée. Il s'effondra à genoux, une main agrippée à la table basse. Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres, à peine audible par-dessus les rires et la musique de Beyoncé qui sortait de l'enceinte Bluetooth. « Tasha » murmura-t-il, la vue brouillant. Elle jeta un coup d'œil agacé. « Ça va » appela-t-elle nonchalamment. « Il dramatise encore » ajouta-t-elle en se tournant vers ses amis. « Je jure qu'il agit comme s'il était le seul homme à avoir perdu son travail. » Brielle rigola et sortit son téléphone. « Non, ma sœur, filme ça. Regardez-le. » Les autres l'imitèrent, téléphone à la main, riant en zoomant sur un homme à bout de souffle sur le sol de son salon. Le monde de Maurice bascula. Les sons devinrent étouffés. Son cœur battait comme un tambour de guerre à ses oreilles. Sa vision s'obscurcit, la pièce tournoyant comme un lent carrousel. Il vit leur visage, riant, filmant, impassible. Tasha était adossée au mur, son verre de vin à la main, affichant un sourire narquois comme si tout cela était une performance. Une de ses amies lui dit, « Tu devrais poster ça sur TikTok avec la légende, quand ton homme est fauché et qu'il s'ennuie. » Encore des rires. Personne n'est intervenu. Pas même un appel au 911. Maurice essaya de parler à nouveau, mais sa voix s'était éteinte. Il ne put que s'effondrer complètement, son corps retombant de côté, à moitié sur le tapis, à moitié contre le canapé. La dernière chose qu'il vit fut le ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus de lui, les pales floues, ses pensées encore plus. Puis, l'obscurité. À côté, Madame Daniels, une infirmière retraitée septuagénaire, était assise sur son porche lorsqu'elle entendit un bruit sourd étrange et des cris étouffés. Elle avait toujours apprécié Maurice, poli, respectueux, toujours prêt à lui porter ses courses. Elle se leva, se dirigea vers la porte et frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau,
plus fort. Elle entendait la musique, mais sentait aussi que quelque chose n'allait pas instinctivement, elle appela Maurice. Toujours rien. C'est alors qu'elle a appelé le 911. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que quelqu'un à l'intérieur a besoin d'aide. Pendant ce temps, à l'intérieur, les rires continuaient, jusqu'à ce que les sirènes s'intensifient. Le sourire de Tasha s'estompa lorsque des lumières rouges et bleues éclairèrent les fenêtres. « Votre c'est pour nous ?» demanda-t-elle, perplexe. Ses amis regardèrent par la fenêtre, verre à vin à la main. Et soudain, plus personne ne riait. Les ambulanciers ne frappèrent pas. Ils entrèrent précipitamment, guidés par Madame Daniels, qui avait insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas. « Il est là », lui montra-t-elle dès qu'ils entrèrent. Dès que leurs yeux se posèrent sur Maurice, ils tombèrent à genoux à côté de lui. « Il est inconscient. »« Le pouls est faible », dit l'un d'eux en sortant déjà le matériel. Les femmes dans la cuisine restèrent figées. Le verre de Tasha faillit lui glisser des mains. Shonda essaya de cacher son téléphone, qui continuait d'enregistrer. « Attendez, il ne plaisante vraiment pas. » Brielle murmura, horrifié. « Oh mon Dieu !» Mais il était trop tard pour les murmures. Les ambulanciers criaient déjà des codes et travaillaient frénétiquement. L'un d'eux demanda sèchement à Tasha, « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» Tasha balbutia, « Je ne sais pas, il était assis là, tout simplement. » L'expression des ambulanciers devint froide. « Tu n'as pas pensé à appeler à l'aide. » Silence. Seul le bip du défibrillateur emplissait désormais la pièce. Maurice ne reprit connaissance que brièvement pendant le trajet jusqu'à l'hôpital. Des tubes étaient dans son nez. Un masque plaqué sur son visage. Il se sentait flotter, confus, effrayé. Il voyait le plafond de l'ambulance et le visage concentré de l'ambulancier planer au-dessus de lui. « Tenez bon, monsieur Carter. On vous tient. » Cette voix, ferme et pressante, était la seule chaleur qu'il ressentait. Pas de femme. Pas de main pour tenir la sienne. Juste le rugissement des sirènes et le poids de la trahison. Alors que les sirènes s'éloignaient, la culpabilité envahit le cœur de Tasha. Elle s'assit au bord du canapé, la tête entre les mains, le rire de tout à l'heure résonnant comme un cauchemar. Ses amis s'excusèrent et s'éclipsèrent, un par un. Lorsque le silence revint dans l'appartement, elle se retrouva seule, avec rien d'autre que la bouteille de vin et sa honte. À l'hôpital, les médecins confirmèrent les soupçons des ambulanciers. Maurice avait subi une crise cardiaque modérée provoquée par un stress extrême. S'il avait été soigné ne serait-ce que 5 minutes plus tard, a dit le cardiologue à l'infirmière, nous l'aurions peut-être perdu. Cette file d'attente hantait Madame Daniels, venue prendre de ses nouvelles. Elle attendait dans le hall, priant pour qu'il s'en sorte. Lorsque Tasha est finalement arrivée, quelques heures plus tard, le personnel ne l'a pas accueillie avec chaleur. Une infirmière l'a prise à part. Son état est stable, mais nous avons un rapport des services médicaux d'urgence indiquant que son évanouissement a été simulé et filmé. Étiez-vous là? Tasha se figea. Nous allons inclure cela dans le rapport d'incident, ajouta l'infirmière d'un ton ferme. Car s'il n'avait pas été retrouvé à temps, cela aurait pu être un cas de négligence fatale. Tasha cligna rapidement des yeux. Pour la première fois, elle comprit. Ce n'était plus seulement une question de plaisanterie. Elle aurait pu laisser son mari mourir. Maurice a passé 3 jours à l'hôpital. Il a à peine parlé à Tasha lors de ses visites. Son apparence autrefois glamour avait disparu. Pas de maquillage, pas de coiffure, juste de la culpabilité dans le regard. Elle apportait des fleurs et sa tarte au citron préférée, mais il n'y touchait pas. Il est resté dehors, son moniteur cardiaque émettant des bips réguliers à côté de lui. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle dit un après-midi. Tu ne disais rien. Je pensais, l'interrompit-il d'un faible hochement de tête. Tu as ri, Tasha, toi et tes amis avaient ri. Sa voix était brisée, mais ses mots étaient fermes. Tu m'as filmé comme si j'étais une blague,
alors que j'étais en train de mourir. Tasha s'est mise à pleurer, mais Maurice a détourné le regard. Il avait déjà assez pleuré, seul, dans cet appartement, dans le silence entre deux refus. Il avait mal à la poitrine, mais ce n'était plus dû à la crise cardiaque. De retour à la maison, les choses avaient changé. La nouvelle avait commencé à se répandre dans l'immeuble. Madame Daniels, Dieu la bénisse, en avait parlé à quelques voisins de confiance. Quelqu'un de l'autre côté du couloir avait vu les ambulanciers, et les histoires ont commencé à circuler. Finalement, une vidéo de l'incident, prise par un ami de Tasha, a fuité sur Internet. Que ce soit par accident ou par dépit, personne ne le savait. Mais Internet était impitoyable. Twitter a explosé d'indignation. Ils ont ri pendant qu'il mourait. Cet homme mérite mieux. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Les médias locaux ont relayé l'information, et le nom de Maurice est rapidement devenu populaire. Tasha, assistante RH, a été convoquée pour un interrogatoire. Ce genre de comportement porte atteinte à l'image de l'entreprise, a déclaré son supérieur sans ambages. À la fin de la semaine, elle a été suspendue sans salaire. Les mêmes amis qui riaient autrefois à ses côtés ont complètement cessé de répondre à ses textos. Son cercle parfait s'effondrait. Maurice rentra chez lui 2 semaines plus tard, mais il ne se sentait plus comme à la maison. Le canapé portait encore l'empreinte de son affaissement. La table basse portait encore une légère trace là où sa main avait agrippé le bord. Il le regarda avec un dégoût discret. Tasha avait essayé de ranger, de nouveaux coussins, de nouvelles bougies, mais l'appartement sentait encore la honte. Elle l'accueillit à bras ouverts, mais il la dépassa lentement, comme un homme entrant dans un musée rempli de fantômes. Cette nuit-là, il dormit sur le petit lit d'appoint de la 2e chambre, porte fermée à clé. Il ne mangea pas sa nourriture. Il ne parla que si nécessaire. Maurice avait toujours été doux et indulgent. Mais quelque chose en lui avait cédé. Il n'était pas amer. Il en avait assez. La vidéo est devenue virale et les podcasts en ont débattu. Des groupes Facebook se sont attaqués à Tasha. Certains l'ont même identifiée, elle et ses amis, en identifiant leurs employeurs. Shonda, conseillère d'orientation scolaire, avait été licenciée quelques jours plus tard. Brielle a perdu un contrat avec sa marque. Keck a désactivé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais Maurice n'avait que faire de la vengeance. Il est resté hors ligne, récupérant physiquement tout en essayant de guérir les blessures qui n'étaient pas visibles à l'ECG. Une association locale de santé masculine l'a contacté pour l'inviter à partager son histoire. Il a d'abord décliné. Il n'y a rien à partager, marmonna-t-il. Mais après réflexion, il réalisa que sa souffrance avait peut-être une raison. Peut-être que d'autres hommes, sans emploi, humiliés, méprisés, avaient besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Il a donc accepté. Il a lancé Smore. Une interview avec un podcast local. L'animateur, Donnell, lui laissa la parole. Qu'est-ce qui lui faisait le plus mal, demanda Donnell. Maurice marqua une pause. Pas la douleur à la poitrine. Pas même le tournage. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de savoir que la femme avec qui j'ai construit ma vie me considérait comme un moins qu'un être humain. Que je n'étais pas assez important pour aider. L'extrait de cette interview a touché une corde sensible. Les spectateurs l'ont partagé avec des commentaires du genre « ça m'a brisé ». Et je vois mon père dans cet homme. En quelques semaines, Maurice est devenu une voix inattendue dans le mouvement grandissant contre les violences psychologiques envers les hommes. Sa douleur silencieuse s'est transformée en un message fort. Et les gens écoutaient. Tasha observait la montée des protestations depuis la ligne de touche. Elle a tenté de publier une vidéo d'excuses pleines de larmes. Mais Internet n'y croyait pas. Maintenant, tu pleures, a commenté un internaute. Où était l'été quand il était en train de mourir sur ton tapis? Elle a essayé d'assister à l'une des petites conférences de Maurice. Mais il l'a refoulée à la porte. C'est pour la guérison,
a-t-il dit à l'organisateur. Pas pour la performance. L'humiliation la blessait. Mais elle savait qu'elle l'avait mérité. Ses amis étaient tous passés à autre chose ou s'étaient repliés sur eux-mêmes. Soigner ses propres blessures publiques. Mais la douleur de Tasha ne venait pas de la perte de ses abonnés ou de ses opportunités d'emploi. C'était la prise de conscience grandissante qu'elle avait brisé quelque chose de trop précieux pour pouvoir le récupérer un jour. Maurice a continué à grandir. Non pas en tant que célébrité, mais en tant qu'homme retrouvant sa force. Il a accepté un emploi dans une association à but non lucratif, aidant les hommes à accéder à des ressources en santé mentale, à une reconversion professionnelle et à une aide juridique. Il a rencontré des frères sortant de prison, des pères en conflit pour la garde de leurs enfants et des jeunes hommes sur le point d'abandonner. Il a écouté. Il a partagé. Et lentement, son sourire revint. Il n'était plus aussi éclatant. Mais il était réel. Il avait encore ses cicatrices, physiques et émotionnelles. Mais elles avaient désormais une utilité. Chaque soir, il rentrait chez lui, dans ce même appartement, qu'il partageait toujours, en théorie, avec Tasha. Mais il planifiait discrètement. Il économisait, se fixait des objectifs et surveillait son calendrier. Il savait ce qui allait suivre. Guérir ne signifiait pas rester. C'est un jeudi soir que Maurice s'est enfin rendu au centre de carrière de son ancien emploi. L'entreprise de logistique qu'il avait licenciée avait lancé un programme de réinsertion pour les anciens employés licenciés. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Mais quand il est entré, l'un des réalisateurs l'a reconnu grâce à un podcast. « C'est toi qui as survécu à une crise cardiaque, non ? » La femme de... Sa voix s'interrompit, respectueuse. Maurice hocha simplement la tête. Le réalisateur parut impressionné. « Nous suivons votre histoire. Nous serions heureux de vous revoir. » 3 semaines plus tard, Maurice était réembauché. Non seulement à son ancien poste, mais aussi promu au poste de coordinateur logistique régional. Cela s'accompagnait d'un meilleur salaire, d'avantages sociaux complets et d'une prime à la signature. Pour la première fois depuis longtemps, il a su se démarquer. Non pas à cause du regard des autres, mais parce qu'il se revoyait. Tasha remarqua immédiatement le changement. Maurice n'était pas en colère. Il était poli, calme, mais distant. Il ne discutait pas, ne s'attardait pas. Il commença à mieux s'habiller, à se lever plus tôt et à tenir un compte en banque séparé. Lorsqu'elle lui demanda où il allait en chemise de presse et blazer, il répondit, pour faire ce qu'un homme fait, subvenir à ses besoins. Il n'y avait pas de venin, juste une finalité. Ce soir-là, elle fit défiler de vieilles photos d'eux riant pendant les vacances, se tenant la main lors de barbecues, posant devant leur premier appartement. Rien de tout cela ne pouvait effacer ce qu'elle avait laissé arriver. Elle s'était moquée de l'homme même qu'il avait autrefois protégé lors des saisies de voitures, aidé à payer son loyer et rembourser son prêt étudiant. Elle avait filmé son pire moment, et maintenant elle ne pouvait même plus le joindre. Un après-midi, Maurice rentra à la maison et trouva Tasha assise sur le canapé avec une feuille de papier. « J'ai écrit quelque chose, dit-elle doucement. Il resta là, à l'observer. Ce n'est pas une excuse. Ce sont des excuses. De vraies excuses. Elle fit glisser la lettre sur la table. Il n'y toucha pas, je la lirai si j'en ai envie, dit-il. Mais Tasha en a fini. Ses lèvres tremblaient. On ne peut pas arranger ça? Il secoua la tête. Tu ne nous as pas seulement brisés. Tu m'as brisé, et j'ai dû me reconstruire sans toi. Il entra dans la chambre et ferma doucement la porte. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle dispute. 2 mois plus tard, Maurice déménageait. Il avait trouvé un appartement moderne d'une chambre dans le sud de Charlotte, à quelques pas de son travail. Des murs propres, des matins calmes, la paix. Le jour du déménagement, Madame Daniels l'a aidé à charger les cartons. « Fier de toi, mon chéri », a-t-elle souri. « Je te l'avais dit,
les hommes bien ne restent pas longtemps à terre. En la serrant dans ses bras pour lui dire au revoir, Maurice sentit une légèreté dans sa poitrine. Non pas parce qu'il avait échappé à la douleur, mais parce qu'il avait grandi grâce à elle. Tasha regardait par la fenêtre, les larmes imbibant la lettre d'excuse qu'elle avait cru devoir tout arranger. Mais le mal n'était pas dans les mots. Il résidait dans les choix. Et Maurice avait choisi de se lancer dans une nouvelle vie, une vie sans elle. Des mois plus tard, Maurice montait sur scène lors d'une conférence nationale des hommes à Atlanta. La foule l'applaudit tandis qu'il racontait son histoire. Pas seulement une trahison, mais une question de survie. « Je ne suis pas ici à cause de ce qu'on m'a fait », a-t-il dit. « Je suis ici parce que j'ai refusé de laisser ce moment me définir. La douleur a tenté de m'emporter, mais la détermination m'a ramené à la raison. » La foule s'est levée, applaudissant à travers ses larmes. Au fond de la salle, un jeune homme s'est essuyé les yeux et a murmuré « Cet homme m'a sauvé la vie. » Maurice le vit, hocha la tête et sourit. Car désormais, c'était lui qui enregistrait l'espoir. De retour à Charlotte, Tasha avait discrètement démissionné de son poste et gardé profil bas. Le jugement public s'estompa finalement, mais ce qui persistait, c'était le vide. Le silence dans l'appartement était insupportable. Chaque recoin lui rappelait ce qu'elle tenait pour acquis. Les verres à vin étaient restés rangés. Les vendredis soirs étaient désormais calmes. Pas d'amis. Pas de rire. Pas de Maurice. Elle postulait à des emplois, mais peinait à décrocher des entretiens. Son nom circulait encore en ligne, lié à la vidéo. Mais plus douloureux encore que les revers professionnels était la prise de conscience d'avoir perdu un homme qu'il aimait sincèrement, tout cela parce qu'elle avait laissé son orgueil et son ego se moquer de sa douleur. Des regrets? Désormais, c'était son seul colocataire. Maurice, quant à lui, avait retrouvé la joie de vivre dans la simplicité. Il s'était mis à la course à pied, lentement au début, en prenant soin de sa récupération. Il avait rejoint un groupe de santé communautaire et passait ses samedis matins à encadrer des jeunes hommes. Son histoire lui avait ouvert des portes, mais il ne courait pas après la gloire. Il courait après la paix. Et chaque jour, il en trouvait un peu plus. Son appartement était baigné de lumière naturelle, d'air frais et de musique douce. Plus de cris, plus de tension. Lorsqu'il préparait le dîner, c'était pour lui-même, empreint de gratitude. Et lorsqu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus un homme brisé. Il voyait un survivant. Un leader. Un homme digne de respect. Surtout le sien. Lors d'un atelier à but non lucratif qu'il avait contribué à organiser, Maurice a rencontré une jeune femme nommée Nina, conseillère en traumatologie qui suivait son histoire. Ils ont tissé des liens grâce à des passions communes et à des conversations sincères. Elle ne se souciait pas du passé, seulement de l'homme qui se tenait devant elle maintenant. Elle était gentille mais audacieuse, douce mais forte. Au fil du temps, ils commencèrent à prendre un café après les événements, puis à déjeuner, puis à faire de longues promenades le soir au bord de l'eau. Maurice était prudent, non pas par crainte de l'amour, mais parce qu'il en comprenait désormais le poids. Nina ne l'a jamais bousculé. Elle s'est simplement montrée patiente. Et pour la première fois depuis des années, il s'est senti considéré, non pas comme un salaire, ni comme une performance, mais comme une personne. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un toit-terrasse à contempler les lumières de la ville, Maurice confia quelque chose qu'il n'avait dit à personne. « Le jour où je me suis effondré, dit-il à voix basse, je n'ai pas seulement ressenti de la douleur. Je me suis senti inutile. Comme si je pouvais disparaître sans que personne ne s'en soucie. » Nina tendit la main et lui prit la sienne. « Mais tu n'as pas disparu, murmura-t-elle. Tu es devenu un phare. Cette lumière a sauvé plus de gens que tu ne le sauras jamais. » Il n'a pas pleuré, mais ses yeux brillaient. Ce n'était pas du chagrin. C'était une guérison. Ce soir-là, il l'accompagna jusqu'à sa voiture et l'embrassa doucement sur le front. Ce n'était pas une fin de film. C'était mieux. C'était réel.
Pendant ce temps, Tasha regardait enfin l'intégralité de l'interview podcast que Maurice avait donnée quelques mois auparavant. Seule sur le canapé, elle marqua une pause et repassa le passage où il disait « Tu ne nous as pas seulement brisés. Tu m'as brisé. » Elle pleurait, serrant contre elle la lettre d'excuse qu'elle avait réécrite 10 fois sans jamais l'envoyer. Elle comprenait que certaines erreurs ne sont pas toujours faciles à rattraper, mais qu'elles sont porteuses de leçons. L'ascension de Maurice n'était pas motivée par la vengeance, mais par la résilience. Et même si c'était elle qui l'avait brisé, c'était lui qui s'était reconstruit et était devenu plus fort. Il ne lui restait plus qu'à accepter les conséquences et à vivre avec le souvenir de l'homme qui lui avait tout donné, jusqu'à ce qu'elle ne lui donne plus rien. Des mois plus tard, Maurice reçut un courriel inattendu du service de santé et de bien-être de la ville. Il lançait une nouvelle initiative de santé mentale pour les hommes noirs issus de communautés défavorisées et souhaitait qu'il en soit l'une des voix fondatrices. Votre histoire résonne. Le message disait « Nous croyons que votre voix peut changer des vies ». Maurice resta assis là, humble. Il n'était ni thérapeute ni célèbre. Mais il était authentique, et son authenticité était suffisante. Il accepta l'offre et, rapidement, il intervint dans des écoles, anima des ateliers et contribua à l'élaboration de politiques axées sur la violence psychologique, les traumatismes liés au chômage et le rétablissement après une honte publique. Celui-là même dont on se moquait autrefois sur Internet construisait désormais des systèmes pour protéger les autres de cette même souffrance. Il s'est également rendu sur la tombe de ses parents un dimanche matin, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Tu m'as élevé pour être meilleur que ce que je suis devenu », dit-il doucement en déposant un bouquet. « Mais j'ai réussi à revenir. Je me redresse à nouveau. » Le cimetière était silencieux, la brise tiède. Il resta 1 heure à penser à son passé, à Tasha, à la survie. Puis il sourit faiblement. « Je vais bien maintenant, maman. Je vais vraiment bien. » En s'éloignant, un nouveau sentiment de paix l'envahit, non pas celui que les autres lui donnent, mais celui que l'on acquiert par le feu et le pardon. Un an jour pour jour après sa crise cardiaque, Maurice montait sur scène lors d'un sommet télévisé sur la santé. Cette fois, il n'était pas seul. Nina était assise au premier rang, souriant avec une fierté discrète. Derrière lui, un écran diffusait des statistiques sur la négligence émotionnelle, les maladies cardiaques chez les hommes noirs et le pouvoir du soutien communautaire. Mais Maurice ne commença pas par des chiffres. Il a ouvert la bouche avec la vérité. Je ne suis pas une victime. Je suis un homme qui a été brisé en public et qui a choisi de guérir au grand jour. J'espère que mon histoire aidera quelqu'un à comprendre que sa valeur ne dépend pas de son travail, de son compte en banque, ni même de la façon dont les autres le traitent. On compte, même quand on rit, surtout quand on rit. La foule s'est levée, applaudissant, pleurant, témoin de cette transformation. Sous les flashs des appareils photo et les applaudissements, Maurice aperçut une femme qui se faufilait discrètement par la porte latérale. Tasha. Elle ne s'était pas manifestée, et il ne la regarda jamais directement. Mais il la vit, et à cet instant, il ne ressentit aucune colère, juste de la lucidité. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous apprendre à aimer. D'autres vous apprennent à vous aimer vous-même. Elle avait fait les deux. De la manière la plus douloureuse, il lui fit un adieu silencieux et se tourna vers la lumière, où son avenir l'attendait. Ce soir-là, Maurice était assis sur son balcon, regardant les étoiles scintiller sur les toits de la ville. Il tenait une tasse de thé dans une main et celle de Nina dans l'autre. Le monde était silencieux. Pas de sirène. Pas de cris. Pas de rire à ses dépens. Juste la paix. Il avait survécu à ce qui aurait dû le briser. Il avait perdu un mariage, enduré la trahison et affronté la mort, pour finalement revenir plus fort et plus vivant que jamais. Non pas parce que quelqu'un l'avait sauvé, mais parce qu'il s'était choisi lui-même. Et finalement, ce choix a tout changé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.